Et c'est Alain Safa qui nous a rejoint. Vous écopez de la difficile tâche d'ailleurs d'être le dernier conférencier de cette journée bien particulière. On peut déjà l'applaudir rien que pour ça. Et ils s'applaudissent aussi en même temps. En revanche, le sujet que vous avez choisi de nous présenter ne manque pas d'épices. Je suis désolé pour vous. Comme ce Liban où vous avez, je crois, quelques racines. Croissance, bonheur, puissance, le trilemme des États au XXIe siècle. Voilà une question bien vaste, une question de gouvernance et de politique, une question de synthèse, pour estimer si ce monde est sérieux. C'était la première question à laquelle on a décidé de répondre depuis ce matin. Mais il me semble que vous êtes bien équipé pour la porter justement devant nous à cette tribune. Vous êtes spécialiste en macroéconomie, en finance et analyse des relations internationales et en géopolitique, professeur à l'EDEC, directeur de master à l'IAE de l'Université Côte d'Azur. Depuis 2021, vous présidez CEMAFI International. C'est une association internationale d'économistes. Votre travail se concentre sur la capacité des pays à s'adapter aux changements majeurs dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux. Alors, avant de commencer cette dernière présentation, permettez-moi de vous poser une dernière question, cher Alain. Comment ça va ? Ça va bien. Un bon jeu de mots. Je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, on est à la fin de la journée. Donc, merci pour votre présence, merci pour l'organisation, merci de me donner cette opportunité de pouvoir essayer d'apporter une petite contribution par rapport à toutes les belles présentations qui ont été faites aujourd'hui. Donc, je vais essayer un peu de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été dit, pour essayer un peu de comprendre un peu le monde dans lequel nous sommes, parce que quand il m'a été proposé de participer à cette journée, est-ce que le monde est sérieux ? Automatiquement, j'ai essayé de regarder un peu le monde tel qu'il a évolué ces dernières 70-75 dernières années pour comprendre où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Donc le titre, comme vous pouvez le voir ici, croissance, bonheur, donc sécurité, le trilemme impossible, donc qui a été rajouté dans le programme parce qu'il ne figurait pas au début. Impossible, vous allez le voir à la fin, les États que nous sommes, dans lesquels nous vivons aujourd'hui, ils cherchent à vouloir faire le 3. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun État dans le monde, aucune nation qui a réussi à atteindre les 3 objectifs en même temps. Il y a un arbitrage à faire, d'où l'idée de ce qu'on appelle le trilemme impossible. Donc, il faudra toujours renoncer à un de ces 3-là pour pouvoir le réaliser. On va essayer de comprendre comment les choses ont évolué et pour quelles raisons. Alors donc, si on regarde la première paramètre qui est la croissance, donc la croissance dans le sens monétaire, la croissance qu'on entend parler tous les jours, en Europe, on est en récession, on est en train d'avancer, on a un faible taux de croissance, synonyme de recettes pour l'État, synonyme d'emploi si on a une croissance, synonyme de performance pour nos entreprises, synonyme de profit pour nos investissements. Et donc, quelque part, notre modèle conçu après la Seconde Guerre mondiale, les fameuses 30 glorieuses sur lesquelles on fait régulièrement référence, font référence à cette longue période de croissance qui a permis d'élever nos niveaux de vie et donc de permettre de construire des structures d'entreprise et des performances que nous sommes fiers et qu'on a du mal à retrouver, notamment donc en France depuis la crise des années 70 et 80. Et on est retombé sur une croissance relativement lente. Et en même temps, on a la croissance de l'Asie du Sud-Est qui nous fait rêver. Et donc, avec les champions qui étaient la Chine, et puis maintenant on a l'Inde, et puis on a d'autres pays qui arrivent. Ça, c'est pour la croissance. Maintenant, bien sûr, si on regarde du côté du bonheur, alors j'ai entendu aujourd'hui beaucoup de présentations. Le bonheur, il y a plusieurs définitions. Si on parle d'une définition, on va dire, macroéconomique, il y a le fameux IDH qui a été introduit, je reviendrai là-dessus, par les Nations Unies, l'indicateur de développement humain. Et donc, on a aussi l'indicateur de bien-être qui a été développé par le CDE, dans lequel on a introduit 11 variables. Parmi ces variables, il y a la sécurité alimentaire, il y a la pollution, il y a la sécurité tout court, il y a la qualité de l'eau. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués aujourd'hui, donc sur notre capacité à bien vivre, le sentiment de bien-être, la psychologie qu'on a évoquée aujourd'hui. Tout cela, c'est le bonheur dans lequel on a une arrière-idée qui était à peu près le modèle scandinave, qui est devenu un peu un modèle d'une nation ou d'une société heureuse. Souvent, dans les différents indicateurs, ce sont ces sociétés scandinaves jusqu'à maintenant qui apparaissent en tête de ce tableau-là quand on parle un peu de Happy Index. Maintenant, la sécurité, ou bien ce que j'appelle un peu la puissance, et qui est aujourd'hui devenue de nouveau en Europe,
Donc cette volonté de vouloir rattraper notre retard, dépenser plus dans les armes, des rivalités qui sont en train de sortir, la guerre qui revient en Europe. L'Europe, elle redécouvre de nouveau cette nécessité de sécurité, alors que le monde ailleurs, en dehors de l'Europe, a maintenu son investissement dans la sécurité ces dernières années. Et on voit aujourd'hui une forme de course à l'armement, même si aujourd'hui, on va dire, la rivalité n'a plus la même forme qu'avant, même si on a des tensions, on a des conflits, mais on est plutôt dans une forme d'une guerre hybride, une guerre économique, une guerre d'information, une guerre d'influence. Je reviendrai un peu là-dessus. Et bien sûr, il faut des moyens. Donc si on veut développer la croissance économique, il faut des moyens, il faut des ressources. Si on veut développer notre bonheur et une société heureuse, et on a vu par exemple le manque de médecins, le manque d'infrastructures, le manque de maisons pour les adolescents, donc une alimentation de bonne qualité, il nous faut des moyens. Et donc si on veut développer aussi notre sécurité, il faut aussi des moyens. Et comme toujours on dit en économie, donc on a toujours un problème de besoins et de ressources. Et les ressources sont forcément rares. On a des besoins illimités, des ressources limitées. Et dans ces cas-là, il faut faire un arbitrage. Je reviendrai sur cet élément-là à la fin. Donc, quelques éléments pour nous montrer un peu dans la tension croissance dans le monde. À peu près, on a identifié l'existence de 56 conflits aujourd'hui, sous différentes formes dans le monde. Et bien sûr, je parle des conflits militaires visibles, sans parler de tensions invisibles qui peuvent lier par rapport à la cybersécurité, par rapport à des attaques invisibles, par rapport à des guerres d'information, etc. Nous sommes dans un monde de plus en plus instable, qui était le caractéristique des pays en développement pendant longtemps, les pays d'Amérique latine, les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique. Et relativement, on avait une forme de havre de sécurité qui était l'Amérique du Nord, qui était l'Europe à peu près, par exemple, et l'Asie qui a vécu une période de guerre, l'Asie du Sud-Est, avant de revenir sur un niveau de prospérité. Jusqu'à maintenant, mais néanmoins les tensions sont présentes et donc cette région dans le monde pourrait basculer à n'importe quel moment. Et on voit cela par l'investissement croissant dans les dépenses militaires qui sont devenues pratiquement le double du taux de la croissance mondiale et donc, bien sûr, du niveau général, sans parler un peu d'une augmentation assez importante. D'où mon idée de cette façon de trilemme impossible. Donc, l'idée, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à 3 ? Donc, là, ici, vous voyez un peu une image conçue par Léa aussi, qui permet de montrer un peu les différentes caractéristiques. De bonheur, comme vous pouvez le voir ici, si je prends le Happy Index, on peut voir les pays scandinaves. Si on regarde ici au niveau économique, donc on a la croissance du PIB, et bien sûr, on peut parler au niveau de la croissance, le PIB mondial, etc. etc. L'idée derrière, donc, on doit choisir 2 sur 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'on choisit la croissance, la sécurité, on met de côté le bonheur ? Est-ce qu'on choisit le bonheur et la croissance et du coup on oublie un peu les domaines de la sécurité ? Donc on a un choix à faire et je reviendrai un peu sur ce choix à la fin. Donc maintenant, le monde dans lequel nous vivons est le fruit de quoi ? C'est le fruit de ce qu'on appelle en général le jeu de la mondialisation. Cette fameuse mondialisation, bien sûr, elle n'est pas la première. On a eu la mondialisation de ce qu'on appelle le capitalisme marchand du XVe siècle, quand on a commencé à comprendre que la croissance vient des bateaux qui peuvent aller partout dans le monde, chercher des épices, chercher des produits, de les revendre plus cher, ce qu'on appelle le capitalisme marchand. Après, il y a eu la révolution industrielle qui a créé une nouvelle mondialisation boostée par les pays qui ont un avantage qui était l'industrie, mais qui était à la recherche de marchés dans le monde et à la recherche de matières premières. Et du coup, on a vu un peu l'Europe qui part à la conquête du monde sous la forme de colonisation, sous la forme des partenariats, et donc sous la forme de conquête de nouveaux territoires, ou de la colonisation de nouveaux territoires, ou la conquête totale comme l'Amérique du Nord. Mais néanmoins, c'était motivé par cette révolution industrielle qui a apporté peut-être de la croissance de bonheur à certaines zones géographiques, mais qui a apporté aussi des conséquences négatives ailleurs. Mais en tout cas, le monde a vécu cette montée heureuse de la mondialisation au début du XIXe siècle. Après, ces sentiments de mal-être, y compris dans les sociétés industrielles, qui a poussé à l'émergence du socialisme et donc voire du communisme et la contestation de la répartition des richesses, sans parler des inégalités dans le monde, et qui est tombé malheureusement par ce protectionnisme qu'on pensait un remède face à rivaliser des autres, mais qui a conduit à la Première Guerre mondiale et qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a compris, en tout cas, on a retenu la leçon en disant, on a retenu un peu la leçon de nos erreurs, et désormais, on va construire une société heureuse
une société interdépendance dans laquelle les flux commerciaux peuvent contribuer à cette dépendance. Ça veut dire que tout le monde va tirer profit. Et si moi je tire profit de mes échanges avec mon voisin, je ne penserai jamais à attaquer mon voisin, parce que si je l'attaque, je vais perdre un peu le flux ou les avantages, les biens. Et du coup, on a adhéré un peu à ce concept-là qu'on appelle d'une manière progressive la fameuse mondialisation. Rapidement, cette mondialisation est devenue l'otage de la guerre froide, et on a vu le monde se séparer en deux blocs. Donc, vous connaissez bien donc, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest avec deux idéologies. Mais derrière, il y avait le bloc de l'Ouest qui continue à développer et à accélérer cette mondialisation des échanges économiques. Et vous avez le bloc de l'Est qui a resté dans le domaine idéologique et sécuritaire. Et rapidement, son modèle économique est devenu moins performant, moins efficient, et sa population a demandé, en tout cas a commencé à entendre parler de l'Ouest, et donc il y a cette volonté de vouloir briser donc, les fameux rideaux de fer, et on a vu un peu l'écroulement de l'Union soviétique et du bloc de l'Est sans qu'il y ait une guerre, uniquement par un écart de performance économique. Et ça, c'est une première par rapport à une grande puissance. Maintenant, cette mondialisation, on a vu rapidement, elle est devenue un instrument de puissance. Et donc, un instrument de puissance, ça veut dire que la mondialisation ne profite pas à tout le monde, profite à certains acteurs. Et ces acteurs-là, ils ont fait de la mondialisation ce qu'on appelle un régime international qui remplace un peu le colonialisme, qui permet plus ou moins de construire un espace de pouvoir sur lequel les échanges commerciaux, les échanges monétaires et financiers, et donc les constructions des organismes internationaux, permet quelque part de construire ce qui est devenu à peu près le soft power. Et dans cet élément-là, on a des acteurs assez importants qui sont faits. Alors bien sûr, l'idée au début, c'est la multipolarité, mais rapidement, ça a été balayé. On a vu sur les 5 pays qui ont le droit de veto aux Nations Unies, rapidement, il n'y a eu que l'Union soviétique et que les États-Unis qui ont fait la différence par rapport aux autres. Et rapidement, on a vu que l'Union soviétique s'est écroulée. Il restait les États-Unis, la fameuse hyperpuissance, qui était le pays qui a plus ou moins poussé à la mondialisation. C'est le pays qui a poussé aux accords quand on parle de GATT, quand on parle de l'Organisation mondiale du commerce, quand on parle de Kennedy Round, Uruguay Round, Tokyo Round, tout cela a été conçu par les Américains par rapport à cela. Donc aujourd'hui, en tout cas, si on regarde un peu le fruit de cette mondialisation qui s'est développée, on a créé un monde interdépendant. Et aujourd'hui, on voit dans la presse, on s'étonne, tiens, on a besoin de quelques composantes qui doivent venir d'un tel pays. C'est normal, c'est le fruit de tout ce que nous avons construit pendant 75 ans. Ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui était, on va dire, poussé par le profit, et dans lequel une entreprise qui peut produire ou acheter moins cher ailleurs, il n'y a aucune raison de continuer à le produire dans un pays. Donc on est dans une logique de performance productive, on est dans une logique de croissance. Et à côté de cela, on a développé ce qu'on appelle la globalisation financière, c'est-à-dire la performance financière des entreprises à côté de ces performances économiques. Et donc si vous voulez afficher une performance financière, il faut que vous montrez que vous êtes assez productif. Assez productif, c'est-à-dire qu'il faudra réduire le coût afin de conquérir un marché supplémentaire et augmenter vos performances. Aujourd'hui, on a l'introduction de SpaceX, par exemple, une première avec une société qui va battre tous les records et qui est désormais qui va être évaluée à peu près à 1750 milliards pour une société qui a été conçue il y a quelques années alors qu'elle n'a pas encore fait de profit. Jusqu'à maintenant, elle est déficitaire. Mais néanmoins, il y a le jeu de milieu financier qui permet de le faire. Alors donc, rapidement, parce que là, j'ai pas mal de choses et je vois que le temps passe. Alors donc, il y a un basculement. Et ce basculement, plus ou moins, on a commencé à voir avec cette évolution. Donc cette influence économique est devenue, qui était censée apporter la paix, est devenue en fin de compte une arme entre les pays qui ont la puissance économique. Et donc chaque pays qui dispose une partie de cette puissance économique, financière, a commencé à l'utiliser par rapport à ses relations avec le reste du monde, soit sous forme d'intimidation, soit sous forme de sanctions, soit sous forme d'interdits, soit sous forme d'avantages que je peux avoir sur les autres. Et on a vu que l'économie qui était censée apporter la paix est devenue quelque chose, une arme qu'on peut utiliser. Et aujourd'hui, par exemple, on parle de la Chine et on a peur de la puissance économique de la Chine. En dehors de sa puissance économique, on a peur de sa domination. Et si un jour elle souhaite utiliser sa puissance économique contre les autres, d'accord ?
Et donc, c'est quelque chose qui est devenu à l'opposé de ce qu'on a construit. Et c'est petit à petit, on a eu un peu cette déforme. Et donc, bien sûr, la richesse économique donc, est devenue le moyen qui permet de conquérir, de construire une puissance politique, alors que c'était censé être l'opposé. Donc, on a plusieurs exemples avec cette forme de... en tout cas, cette forme d'évolution. On voit aujourd'hui, par exemple, quand on a des centres névralgiques, comme le Moyen-Orient, avec le détroit d'Ormuz, parce qu'on a 20% des exportations de pétrole, automatiquement, ça crée une forme de tension un peu partout dans le monde, même pour les pays qui n'ont pas participé à cette crise, mais il y a les conséquences. Sans parler si un jour on a une tension au canal de Panama, détroit de Malaga ou détroit de Taïwan, donc il y a une forme de répartition qui peut se produire et on voit un peu les conséquences que cela peut avoir. Donc cette évolution que j'ai parlé par rapport à cette chute de l'Union soviétique, on a le phénomène de l'hyperpuissance américaine qui est devenu, on va dire, une forme d'adhésion à un seul modèle idéologique qui est le capitalisme. Il n'y a plus aucune contestation, même si on le pratique d'une manière plus ou moins modérée, mais pratiquement tous les pays dans le monde, à part peut-être le Cuba et la Corée du Nord, qui ont contesté un peu cela, mais néanmoins il y a une acceptation idéologique. Sauf bien sûr, avec cela, cette hyperpuissance a donné un peu le sentiment d'un contrôle total, ce qu'on appelle en général en termes géopolitiques la stabilité hégémonique qui a été théorisée par quelques spécialistes américains, en disant que le monde ne peut être stable que lorsqu'on a une seule puissance dominante. C'est pour cela que le monde a vécu pendant à peu près entre 1991 jusqu'à 2010-2011 un monde dominé par une seule puissance qui a dicté un peu ses règles. Et cette domination totale, elle commence à être contestée de plus en plus, soit par le retour de la Russie, soit par l'émergence de la Chine, soit par l'Europe qui se réveille d'une manière subite, en s'en allant le sentiment d'être sous tutelle. Et donc, dès le départ, elle demande à avoir plus ou moins son retour dans le jeu de la puissance. Et on a les pays émergents aujourd'hui, comme l'Inde, comme le Brésil, comme certains pays africains, qui demandent à avoir une part de cette gouvernance internationale. Donc, cette évolution qu'on parle ici, pour comprendre aujourd'hui, quand on parle d'un pays, ce jeu de la mondialisation qui a été théorisé par Susan Strange, et pour essayer de comprendre pourquoi on a un sentiment un peu de chute de puissance, on va dire, ou bien une forme de complexité par rapport à ce que le monde est devenu. Le jeu de la mondialisation, elle est capable de donner un avantage pour le pays qui arrive à construire 4 structures. La première et la plus importante, c'est la structure de l'éducation. On a du mal à comprendre l'importance de cela, parce que sans l'éducation, je parle d'une éducation à très haut niveau, vous ne pouvez pas innover. Et sans l'innovation, vous ne pouvez pas construire de produits exceptionnels. Et sans les produits exceptionnels, vous ne pouvez pas produire des multinationales. Et sans les multinationales, vous n'avez aucune puissance. Et donc, quelque part, il y a ces structures de l'éducation accompagnées par les structures qu'on appelle monétaires financières. Par exemple, aujourd'hui, SpaceX, je prends un exemple, parce qu'il est d'actualité. Donc, a été conçu, mais néanmoins, ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet-là, plus de 90%, ce sont des gens qui ne sont pas nés aux États-Unis, qui ont été attirés aux États-Unis parce que c'est les meilleurs salaires, parce que c'est les meilleures universités, y compris Elon Musk, qui est venu suite à une acceptation par l'université de Stanford, et du coup, il développe un peu ses entreprises. Et parce que les États-Unis, ils ont le marché financier le plus important, qui permet d'apporter tout l'argent nécessaire, même si vous avez besoin de centaines et des milliers de milliards, il y a de l'argent qui coule et vous pouvez le faire. Et bien sûr, dans ces cas-là, vous avez une usine de multinationales qui est en train de se développer. Et aujourd'hui, M. Trump ne lui pose aucun problème de passer d'un budget militaire de 850 milliards aujourd'hui, qu'il réclame à peu près 1500 milliards pour l'année prochaine, pour différents projets. Mais il suffit de taxer un peu plus ces multinationales et automatiquement, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, la puissance militaire, elle est devenue les résultats de ces 3 structures, et c'est ce qui est devenu le monde aujourd'hui. Donc, si on veut peser dans la balance, si on estime qu'on va investir dans la sécurité, avant de penser à la sécurité, il faut revoir un peu notre niveau, où est-ce que nous sommes là-dessus, et après, par la suite, on pose la question par rapport à ces éléments-là. Donc, juste pour rappeler ce fameux brain drain, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, les meilleurs talents dans le monde, même si on lutte contre le flux migratoire, parce que ceux qu'on ne veut pas, mais néanmoins, ceux qui ont un potentiel, il y a une forme de lutte un peu partout dans le monde. Et la France, quelque part, elle subit, malheureusement, maintenant une forme de brain drain. Ça veut dire on a des cerveaux français qui commencent à vouloir partir ailleurs, parce qu'ils commencent à avoir la possibilité de gagner plus, et notamment les États-Unis qui peuvent les attirer, parce qu'on est sous l'influence culturelle par rapport à cela. D'accord ?
Alors, on peut l'expliquer ainsi, mais en tout cas, avoir un meilleur bien-être, un meilleur confort, mais plus de moyens, plus d'éléments. Mais on revient un peu sur l'épanouissement, sur le bien-être, le bonheur. Où est-ce que je me sens mieux? Après, le bonheur, il est relatif. Chacun, il peut donner à chaque facteur de bonheur le poids qu'il mérite. Mais néanmoins, en tout cas, il y a un sentiment qu'ailleurs, je peux être mieux. Et automatiquement, on attire un peu les gens vers soi. Maintenant, bien sûr, dans cette rivalité-là, le grand basculement de la Chine par rapport aux États-Unis, parce qu'ici, j'avais les résultats, je vous montrais un peu le Global Innovation Index. Donc, aujourd'hui, la Chine, elle occupe à peu près le 10e pays dans le monde en termes de brevets déposés. Mais cette innovation n'est pas un hasard. C'est un pays qui a investi d'une manière massive dans l'éducation ces 30 dernières années. Donc, dans le classement de Shanghai, vous avez le pays qui a à peu près 244 universités sur 1000 universités dans le monde. Et donc, bien sûr, il y a toujours les noms des universités américaines dans le top. Mais si vous regardez un peu dans certains domaines, notamment dans l'ingénierie, dans la nanotechnologie, dans tout ce qui est éléments, ce sont les universités chinoises qui deviennent le premier dans le monde. Et c'est pour cela, ceux qui pensent aujourd'hui que la Chine avance parce qu'ils ont un coût de main-d'œuvre faible, ils se trompent complètement. C'était la Chine il y a 30 ans, mais la Chine aujourd'hui n'a absolument rien à voir par rapport à avant. Et ils ont réussi à cette inversion-là, d'abord d'arrêter la fuite des cerveaux, et deuxièmement d'attirer l'ancien diaspora chinois, de revenir en Chine et de contribuer à cette montée en puissance. Et c'est là que le dynamisme des cerveaux joue un rôle très important. Alors donc, vous avez ici, donc, en termes de multinationales, et donc c'est là vraiment qu'il faudra comprendre notre niveau aujourd'hui. La puissance d'un pays économique et militaire, elle dépend du nombre de multinationales et de la qualité de nos multinationales. Et donc, c'est ce qui a remplacé le colonialisme, en fin de compte. La différence entre le colonialisme multinational, le colonialisme ne payait pas les matières premières, il le prenait. Mais alors que les multinationales, on paye les matières premières. Mais la valeur finale d'un produit que nous fabriquons, la matière première représente à peine 5 à 10%, et donc il y a 90% des marges qui est réalisée. Et donc, quelque part, les multinationales, ils sont étalés. Aujourd'hui, ils ont une puissance tellement forte qui dépasse largement la puissance des États. Vous avez tous assisté, par exemple, aux Shoes of France il y a quelques jours, et on a annoncé que SoftBank il allait investir 49 milliards, voire 75 milliards dans le data center. C'est une entité japonaise qui est capable d'investir. C'est un chiffre qui dépasse l'investissement de l'État français. D'accord? Et donc, automatiquement, les multinationales aujourd'hui sont convoitées partout parce qu'on sait qu'ils ont une telle puissance monétaire, financière, économique et donc politique. D'accord? Et donc, sans parler de contrôle de l'information, sans parler de contrôle des connexions avec le monde politique. Et donc, aujourd'hui, on a un nouveau monde dessiné. Et donc, les multinationales jouent un rôle vital. Et aujourd'hui, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, ce n'est pas une guerre, c'est une vraie rivalité entre multinationales. Et donc, ils cherchent à partager un peu le marché, à la conquête des marchés. Et chacun, il booste ses propres champions, qui sont les multinationales. Et c'est comme ça, le monde, il se construit. Alors, dans la recherche-développement, donc là, ici, vous avez un rapport qui sort par la Commission européenne tous les ans sur un échantillon des 2500 entreprises qui dépensent le plus dans la recherche-développement par nationalité, par secteur. Et je suis un peu cela depuis plusieurs années. Donc les États-Unis, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est 47% de la totalité de la recherche-développement sont réalisées par des entreprises américaines. L'Europe, comme vous pouvez le voir ici, on est à peu près à 16,2%. Il y a 10 ans, on était à 30%. Et le Japon, qui était il y a 10 ans à 19%, aujourd'hui il est à 7%. Et la Chine, qui était à 3%, aujourd'hui elle devient à 7%. Donc, quelque part, ces recherches-développement, on a parlé de l'IA aujourd'hui, on a parlé de développement, on a parlé de l'éthique. Mais néanmoins, pour pouvoir être présent dans ces types de projets, il faudra être capable de pouvoir dépenser autant. Les États n'ont pas le moyen de dépenser autant. Il n'y a que les acteurs privés qui peuvent mettre autant d'argent. Ou bien, à la limite, on peut parler d'un partenariat public-privé, mais néanmoins, il faut un peu cet élément. Alors, vous avez les dépenses, la grande majorité des dépenses, c'est où? En fin de compte, on est dans les nouvelles technologies toujours. Parce qu'en fin de compte, si vous regardez les CAC 40 en France, pratiquement, il n'y a aucune entreprise technologique, peut-être une ou deux. La majorité de nos entreprises sont des multinationales créées dans l'ère industrielle, les 32 glorieuses ou avant, mais néanmoins des pétroles, en tout cas des banques, mais il n'y a pas des nouvelles entreprises qui arrivent. Vous allez aux États-Unis, il n'y a que de nouvelles entreprises qui n'existaient pas, et donc qui sont le fruit de cette innovation. Et donc c'est là qu'il y a
une domination totale des Américains par rapport à cela, et avec une montée, bien sûr, de cela. En tout cas, l'ICT, donc quand on parle ici, Information and Communication Technology, le produit et les services, qui pratiquement attirent le 3/4 des dépenses en recherche-développement. Et les autres secteurs, sont des dépenses relativement limitées. Donc maintenant, je reviens sur cette rivalité. La mondialisation qui était censée être une facilité de flux entre les pays est devenue aujourd'hui un raisonnement de stock. C'est-à-dire celui qui veut montrer sa puissance, il cherche à développer une domination dans certains domaines. En retenant un peu le stock, il détient les autres pays. Et donc c'est pour cela, par exemple, quand on parle un peu des cas de terres rares, de la Chine, parce qu'en Europe, aux États-Unis, on aime bien attaquer la Chine, comme la Chine aime bien attaquer l'Europe et les États-Unis. Et donc, quelque part, on sait qu'aujourd'hui, dans le domaine de la technologie pour fabriquer des produits, on a besoin de terres rares. Et la Chine, disposant de 35% et ayant des contrats et de transformation, elle contrôle pratiquement 90% de la production des terres rares. Ils ont breveté les terres rares. C'est-à-dire aujourd'hui, si un pays l'achète, il n'a pas le droit de le vendre à notre pays sans avoir l'accord de la Chine. Et automatiquement, j'exporte vers les pays amis, je rationne pour les pays qui ne sont pas amis. C'est ce que les Américains ils font avec leurs puces de dernière génération ou avec la dernière innovation. Je choisis à qui je donne, à qui je ne donne pas. Et donc, ça devient une forme de contrôle. Donc c'est ce que j'appelle ici l'évolution de la mondialisation. On est passé d'un monde de circulation de flux à un monde de contrôle des stocks. Et donc c'est comme ça que l'économie, comme je disais tout à l'heure, au lieu que ça soit un moyen de pacifier le monde, est devenu un moyen de dominer le monde. Et du coup on a commencé à faire ce parallélisme. Et la majorité des nations, ils ont choisi d'investir dans la croissance et dans la sécurité. Et le fameux bonheur qu'on est en train de parler, ou le changement climatique tout à l'heure, c'est devenu moindre d'importance. Et on voit un peu le changement aux États-Unis avec l'administration Trump qui s'est retiré tous les accords, la remise en avant de l'énergie fossile, parce que c'est la croissance économique et la sécurité qui priment sur le bonheur. D'accord ? Et donc, sur l'inégalité. Donc, cette fameuse rupture majeure qu'on est en train de voir, l'évolution de la mondialisation qu'on a évoquée. Deuxième élément, c'est l'évolution technologique, et on peut le voir ici avec ce fameux monopole qui est en train de se faire. On pensait qu'on avait un monopole dans l'informatique, dans l'IA, le monopole il est encore beaucoup plus fort. Ça veut dire qu'on aura peut-être 4 ou 5 entreprises qui vont dominer notre utilisation de l'IA, et bien sûr qui vont nous donner les informations qu'elles veulent bien nous donner. Nous, on veut bien en Europe développer des normes d'éthique et des choses comment faire, ne pas faire, mais à la fin, on est obligé d'utiliser ce qu'ils nous donnent, et donc on a un contrôle relativement limité, et donc on risque de se retrouver dans une situation un peu défavorable. La crise climatique, qui est le fruit de cette croissance accélérée, cette course au profit, et donc qui a accéléré un peu l'extraction des matières premières, qui a créé le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout à l'heure, on a parlé un peu de matières chimiques qu'on est en train d'utiliser. C'était la course à la productivité. Et comment produire plus pour nourrir plus ou pour gagner plus, quitte à utiliser des procédés de produits chimiques qui peuvent avoir des conséquences sur l'être humain, mais en tout cas, c'est considéré ça plus tard. Et vous avez l'instabilité financière, je ne peux pas développer parce qu'en fin de compte, il y a peu de temps par rapport dessus. Donc, les angles morts du PIB, c'est que si on se focalise uniquement sur la croissance, qui est un peu le symbole pour les hommes politiques, parce que bientôt on aura des élections en France, et le gouvernement, ils sont fiers pour dire on a réussi à baisser le chômage, on a réussi à augmenter le PIB, on a réussi à faire des réalisations purement économiques, sauf que l'économie avec les indicateurs ou le PIB ne présente pas la réalité de la société. Il y a beaucoup des éléments de bien-être, comme le fait de boire un verre ensemble, boire l'apéritif, travailler dans son jardin, ou bien faire n'importe quelle tâche, ou l'association que vous organisez aujourd'hui, elle ne figure pas dans le PIB français. Et pourtant, elle a créé une plus-value, elle nous a réunis, elle a permis de pouvoir faire un débat. Et donc, quelque part, le PIB, ça reste quelque chose qui est purement monétaire et qui camoufle un peu tous ces éléments de bien-être qu'on peut évoquer. Et donc, bien sûr, sans parler un peu des économies souterraines. Et là, ça vient un peu sur le changement climatique ou le fait d'investir dans le bonheur climatique ou le bonheur individuel. Ça demande un coût. Et automatiquement, on a les multinationales qui vont nous dire, mais attendez, si nous, on commence à vouloir intégrer cela, la taxe carbone ou autre, nos produits deviennent plus chers, on est moins compétitif, on va gagner moins, on va faire moins de profit, on paye moins à l'État.
Et quelque part, automatiquement, il y a une forme de lobby qui se met en place pour dire, attention, il y a une limite à cet investissement-là. D'abord, la croissance qui passe en priorité, et on verra pour la suite. Et donc ça, c'est un débat qui est malheureusement présent dans tous les pays, avec un lobby. Et comme on a dit, les multinationales, ils ont un poids très important. Maintenant, les États-Unis, avec toutes les performances que je vous ai montrées, c'est le pays le plus inégalitaire aujourd'hui en termes de répartition des richesses. Ça veut dire que vous avez 10% des Américains qui détiennent 90% des richesses à l'intérieur des États-Unis. Et vous avez à peu près 50% de premiers Américains, on va dire le plus pauvre, ils détiennent 0,7% de la richesse américaine. Donc on a Elon Musk aujourd'hui qui a dépassé bientôt le 1 trillion en termes de richesse. Le deuxième dans le monde, il est à peu près à 300 milliards, donc il est 4 fois plus. Et en même temps, vous avez le taux de pauvreté le plus élevé, à peu près 22,5% aux États-Unis. Donc c'est toute la contradiction un peu de privilégier la croissance et la puissance au détriment de bonheur, au détriment de bien-être. Alors je vais accélérer, je vais terminer rapidement. Donc maintenant, ce modèle, si je bascule un peu dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui et comment il va évoluer, on appelle ça un peu le modèle linéaire qui a été construit depuis la révolution industrielle, qui était basé sur d'abord l'extraction des matières premières, la transformation des matières premières, poussée à une société de consommation, à une destruction rapide des produits que nous sommes en train de consommer et à créer des déchets. Et ensuite, de reproduire encore. Ce modèle-là, il est censé nous apporter de la valeur ajoutée en termes de profit. D'accord ? Néanmoins, ce monde-là a créé de plus en plus de déchets, de plus en plus de perturbations, et donc un monde de plus en plus instable. Et au niveau mondial, on est à saturation, et donc on peut considérer qu'on a créé plusieurs problèmes. Il n'y a pas que le changement climatique, il y a la perte de la biodiversité, il y a les météos extrêmes, il y a plusieurs ruptures au niveau planétaire qui sont en train de se produire. Donc, cette trajectoire qui nous conduit un peu vers une impasse, et du coup, on se rend compte dans les sociétés qui privilégient que cela, un jour ou un autre, ils vont se réveiller avec une société plus ou moins, on va dire, certes, il y a des gens très puissants, mais néanmoins, il y a des facteurs d'instabilité énormes en termes, je parle interne, sans parler des niveaux externes, et donc le coût à payer plus tard, ce sera énorme si on raisonne ainsi. Et on l'a vu à l'intérieur de l'Europe, quand on a privilégié dans la première moitié du XIXe siècle uniquement la productivité et la révolution industrielle, on a payé très cher dans la deuxième moitié du XIXe siècle l'instabilité, le mouvement contestataire, et qui a conduit plus ou moins à une forme d'autodestruction de ce que nous avons réalisé en termes de construction économique. Donc il faut faire très attention à ce qu'on appelle cette croissance équilibrée que nous cherchons à faire. Et donc bien sûr, la planète, ce n'est qu'un exemple par rapport à ces éléments qui nous concernent tous. Donc les dilemmes des États, si je regarde uniquement la croissance et l'environnement, lequel je dois privilégier entre les deux. Je pense qu'il y avait un débat ce matin entre la fin du monde et la fin de l'humanité. Donc ça, c'est un arbitrage, on peut parler beaucoup, mais si on veut être réaliste, c'est un choix difficile que beaucoup de sociétés ne le font pas aujourd'hui. Peut-être ils le font au niveau politique, en disant tous les hommes politiques vont jurer, nous on privilège l'humain et la société, mais dans le monde concret, on voit que toujours il y a d'autres privilèges qui se mettent en place, et donc on a eu l'occasion de voir ça d'une manière très rapide. Les fameux indicateurs de bien-être, ou ce qu'on appelle le bonheur, pour qu'il y ait un consensus, ces fameux indicateurs en dehors de l'IDH, qui représentent le PIB par habitant. À côté de cela, vous avez le taux de scolarité ou d'alphabétisation, et vous avez l'espérance de vie. En disant l'espérance de vie, si on est dans une société qui a les moyens de soigner sa population, le taux de l'éducation, ça montre le potentiel d'un pays de continuer à progresser. D'accord ? Mais sauf que cela était plus ou moins absent de toute référence climatique, naturelle, environnementale. Et du coup, l'OCDE, qui a développé l'indicateur de bien-être, a identifié 11 variables et qui permet de donner un peu ce qui ressentent les populations qui vivent. Ça veut dire que ce n'est pas une institution qui va décréter. Chacun de nous peut se connecter et peut donner son avis. Et du coup, on va récolter un peu le fameux sentiment de bien-être de la population par rapport à cela.
Donc maintenant, c'est quoi la réponse de ce que je fais ou ce que je développe? Jusqu'à maintenant, cette fameuse développement durable annoncé par le rapport de Brundtland en 1987 pour dire la solution, c'est l'économie, le social et l'environnement, c'était théorique, mais on n'arrive pas à trouver comment le réaliser. Aujourd'hui, on a le concept de l'économie circulaire qui permet un peu de changer de modèle linéaire et qui permet quelque part de développer un peu ce système-là, qui permet de réduire l'extraction de matières premières et de développer de nouveaux produits, de nouvelles façons de consommer, et donc de pouvoir, ce qu'on appelle ici les 5 modèles, des intrants bien choisis, sur lesquels on peut le réutiliser plusieurs fois. Et vous avez ici la manière de le produire, ce qu'on appelle l'éco-design. À côté de cela, vous avez la manière de consommer. On passe d'un produit à un service sur lequel on peut le louer. Et du coup, l'entreprise, elle sera intéressée de le recycler et donc réparer le produit. Et donc, l'Europe, elle est en train de sortir énormément des régulations et de lois ces dernières années pour imposer aux entreprises. Et je ne sais pas si vous le connaissez, aujourd'hui, vous avez le nouvel acte, ce qu'on appelle le Producers Responsibility Act, et on est obligé par les secteurs que le producteur il est responsable, pas seulement quand ils vendent le produit, vous avez la garantie 2 ans, et vous avez l'obligation d'être responsable de votre produit durant toute la vie du produit, et là on a introduit la responsabilité, vous êtes responsable de son recyclage. Et à partir de ce moment-là, on est obligé de changer complètement notre façon de produire. Alors bien sûr, cela ne se produit pas du jour au lendemain, ça demande des investissements. Dans les entreprises, dans les collectivités, dans les États, ça demande des moyens, ça demande des priorités, et donc on risque de ne pas le faire. Alors je me proche de la fin. Vous avez donc la digitalisation. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, on a vu pas mal d'interventions là-dessus. Il y a les côtés positifs, il y a les côtés négatifs. Si je regarde du côté positif, pour le monde circulaire, ça nous permet de mieux gérer, de mieux comprendre où nous sommes. Ça nous permet de suivre l'état de monde en temps réel. Et ça nous permet un peu de gérer nos flux, que ce soit nos flux de consommation, d'eau, d'énergie, nos flux de déchets. Et on peut utiliser la digitalisation ou la numérisation pour pouvoir dégager des connaissances assez profondes, ce que nous faisons et qu'est-ce que nous produisons et comment on peut gérer. Ce qu'on appelle aujourd'hui ici le fameux Smart City, parce que là aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'est des cités, des États et des lieux. Et donc si on veut, tout à l'heure il y a eu l'intervention sur la ville de Montsartou, combien de repas, donc comment on le fait, combien nous consommons. Et donc il suffit avec quelques systèmes digitalisés, on peut suivre en temps réel la consommation de tout ce flux-là, et du coup on peut innover, on peut trouver des solutions. Donc j'arrive maintenant à la fin qui est la réponse, face à ce fameux trilemme impossible. Alors, dans les trilemmes impossibles, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On a le premier, croissance plus sécurité, qui est le modèle qui était adopté par la Russie, on va dire, le modèle qui était adopté par les États-Unis. En tout cas, les États-Unis, ils ont un peu ce qu'on appelle du haut débat entre démocrates et républicains. On a toujours les bad guys et le good guy. Et donc, quelque part, mais globalement, les Américains, ils misent régulièrement sur la sécurité, parce que pour eux, les dépenses de sécurité, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas d'embaucher de soldats, c'est de financer des projets militaires. Et les projets militaires créent l'innovation, et l'innovation permet de pouvoir tirer l'économie vers le haut. Le projet Internet, c'est un projet de l'armée américaine, et qui a permis un peu de générer énormément d'écosystèmes, qui a permis de créer beaucoup de sociétés civiles. Et donc tout cela, ça fait partie un peu de leur façon de voir les choses. Maintenant, la Chine, elle était ainsi. La Chine a adopté jusqu'à maintenant une règle de ne pas faire la même erreur que l'Union soviétique. C'est-à-dire les dépenses militaires en Chine, ils sont limitées à 1,9% du PIB, jamais plus. Si le PIB augmente, leurs dépenses militaires augmentent automatiquement. Mais pour l'instant, la priorité chez eux, c'est la croissance. D'accord ? Le bonheur, pour eux, le bonheur, ce n'est pas individuel, c'est un bonheur collectif. Et du coup, ça, c'est une différence culturelle, on peut le voir. Alors, l'option B, croissance plus bonheur, ça, c'est la définition de l'Union européenne, si je reviens un peu sur les pionniers de l'Europe, ce qu'on appelait à l'époque la puissance civile. Puissance civile, ça veut dire qu'on veut devenir une société qui donne envie de vivre, une société qui ne mise pas sur les guerres, une société qui mise plutôt sur le bien-être individuel, sur le bonheur individuel, sur le modèle social, sur l'inclusivité des citoyens, sur l'aide de tous les participants dans la société, que ce soit les plus pauvres, sur l'universalité de notre système de soins. Et donc tout cela, c'était le modèle européen. Et du coup, forcément, on a réduit nos dépenses militaires depuis, notamment un peu avant la fin de la guerre froide, mais surtout depuis la fin de la guerre froide.
Aujourd'hui, on a une volonté de reconstruire cette puissance militaire. Il faut faire attention, on doit sacrifier. Doit-on sacrifier notre modèle social, donc notre bonheur collectif, pour revenir dans la course? Ça, c'est un choix. Et on voit dans la presse de plus en plus d'informations qui critiquent le modèle social, qui critiquent un peu le modèle de la retraite, qui critiquent le modèle de santé. Et donc tout cela, c'est une préparation collective pour accepter l'évolution, le changement. Et en même temps, il y a une préparation aussi pour dire nous sommes, en tout cas, sous une menace d'une guerre qui peut être immédiate, et la nécessité de dépenser massivement dans l'armée. Du coup, il y a un basculement du modèle européen qui passe de l'option B à l'option A. Et vous avez bien sûr l'option C, quand on parle sécurité plus bonheur. Dans ces cas-là, ce sont les pays qui peuvent dire je vais construire un mur autour de moi, je vais réduire ma dépendance par rapport aux autres pays, je vais tout contrôler moi-même. Et dans ces cas-là, c'est une option. Peut-être que ça peut réussir, donner le sentiment de réussir, mais avec le temps, elle produit de moins en moins de moyens, et donc elle risque de compromettre un peu les ressources qu'on peut dégager. Donc bon, ça c'est une image où elle va le monde, avec des moyens de tension et d'évolution. Et donc malheureusement, le monde d'aujourd'hui devient un monde de plus en plus sous tension. C'est un monde de moins en moins paisible. Et donc c'est un monde de plus en plus instable. Les pays qui portaient cette stabilité aujourd'hui, qui étaient les États-Unis, donc ils ont perdu un peu, ils sont devenus un facteur d'instabilité. Et donc, comme la Russie, qui était censée apporter un peu la stabilité parmi le bloc de l'Est, est devenue un facteur d'instabilité, jusqu'à maintenant, la Chine joue le facteur de stabilité dans l'Asie du Sud-Est, mais on ne sait pas à quel moment la Chine pourrait changer un peu son modèle, et elle peut développer à utiliser sa puissance économique, et du coup, cette région du monde, elle peut redevenir instable. Il faut se méfier des pays qui dépensent beaucoup sur la sécurité, parce qu'à un moment ou à un autre, ils sont tentés d'utiliser les moyens qu'ils sont en train de mettre en place. Et donc, c'est un début très dangereux qui annonce, bien sûr, un lendemain très complexe. Je vous remercie pour votre attention. En tout cas, là, ici, c'est juste pour dire un peu ce que j'ai dit un peu pour terminer sur les éléments et sur le fait de gouverner. Alors, voilà, je sais pas, il marche, oui. Alors, la démographie, j'avais évoqué quelques informations, mais je voulais passer rapidement, vous avez bien raison. La démographie, c'est un élément important, surtout qu'il y a un décalage démographique dans le monde. Les démographies, aujourd'hui, c'est un problème pour le pays, on va dire, du Nord, d'une manière générale. Donc, notamment les pays européens, donc, que ce soit de la Russie jusqu'aux États-Unis, on a un problème de ralentissement démographique. Maintenant, vous avez des pays qui continuent à évoluer démographiquement, notamment le pays du Moyen-Orient, notamment le continent africain et le continent indien, qui continuent à avoir une population dynamique. Donc, la population mondiale continue à augmenter d'une manière générale. Elle va se stabiliser autour, aujourd'hui on est 8 milliards et quelques, ça va se stabiliser autour de 10 milliards. Et si je veux revenir sur la démographie par rapport à ces jeux de puissance, là ça pose un problème en termes d'innovation, de recherche, de développement, d'éducation, de jeunes et de modèle social. Notre modèle social en Europe, il est basé sur les actifs qui vont financer ce qu'on appelle un modèle de répartition. Si vous avez moins de jeunes, donc moins des actifs de demain, et si on a une espérance de vie qui prolonge, automatiquement le système il n'est plus tenable financièrement. Et donc, bien sûr, ça pose un problème où le flux migratoire choisi, ce qu'on appelle aujourd'hui, peut être une solution, mais on a vu que ce modèle choisi par l'Allemagne il y a quelques années pose un problème de compatibilité politique et culturelle et donc peut être rejeté. Et donc, quelque part, bien sûr, ça compromet la puissance d'un pays. Donc, c'est un élément important, vous avez raison. Oui. 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 Alors moi je me pose la question suivante. Si, je ne sais pas à quel horizon, mais si la Chine arrive à challenger les États-Unis, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, chaque pays dans le monde aujourd'hui a ses points de faiblesse et ses points de force. Donc, les États-Unis, c'est vrai qu'ils ont une dette énorme.
Mais néanmoins, comme j'ai expliqué, les États-Unis, c'est un pays extrêmement riche par la valeur de ses entreprises. Donc aujourd'hui, ça pose aucun problème. Monsieur Trump, quand il était dans le premier mandat, il a passé l'impôt sur les sociétés, il l'a fait passer de 35% à 22% d'entrée. D'accord ? Et donc aujourd'hui, si les États-Unis veulent rembourser plus facilement leurs dettes, ça leur suffit de pouvoir augmenter légèrement le niveau de la taxation des entreprises, vous pouvez dégager. Maintenant, le système américain, il est basé sur les marchés financiers, parce que comme vous le savez, les États, ils sont financés par les marchés financiers. Tant que le dollar, ça reste une monnaie internationale, demandée par la majorité du monde, tous les pays ont besoin de garder de dollars. Et moi, si je suis une banque centrale et j'ai des réserves de change en dollars, je ne les stocke pas en cash, j'achète des obligations américaines pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, si demain, c'est là qu'il a... Si vous voulez, je ne dis pas un instant, ils sont vraiment limités parce que les mouvements économiques et les changements, on le voit bien. La Chine, on parlait des entreprises américaines, les entreprises chinoises, elles sont puissantes. C'est vrai qu'elles sont différentes, la dynamique économique est différente. L'Amérique aide les entreprises à investir justement pour être toujours au premier niveau. Mais on connaît pas beaucoup de la Chine, on connaît le travail, mais on sait bien qu'il y a des entreprises qui sont très très performantes. Et moi, je n'ai pas de données, mais ces challenges, je le vois et il me fait peur parce que je pense toujours que les Américains sont indestructibles et le jour où ils vont faire lorsqu'ils vont le faire, ça va faire. Alors, si vous vous rappelez, j'ai passé une slide assez rapidement. En termes de nombre d'entreprises qui dépensent dans la recherche-développement, j'ai dit les États-Unis 47%, mais ça représente à peu près 830 entreprises multinationales. La Chine, aujourd'hui, elle dispose à peu près 550, pas loin des 600 multinationales. Et l'Europe, à peu près, est autour de 350 multinationales. Je parle de nombre. Maintenant, l'internationalisation des entreprises chinoises, il faut le relier à la période post-2013, ce qu'on appelle Belt and Road Initiative, ou la nouvelle route de la soie, où le gouvernement chinois elle a mis en place un plan qui permet à ces entreprises de les aider à conquérir des marchés étrangers, notamment en Afrique, en finançant un peu de projets d'infrastructures, d'aéroports, etc., et développer ce marché. Donc aujourd'hui, en poids économique, la Chine est la première puissance économique parce qu'elle représente 20% de l'économie mondiale. Les États-Unis représentent seulement 15% si je regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat. Par contre, les Américains, il y a le PIB interne, mais vous avez vos multinationales qui sont présentes un peu partout dans le monde, qui représentent un actif énorme. Et c'est ce qui permet aux États-Unis de pouvoir toujours se placer. Maintenant, pour revenir sur le dollar, bien sûr, il y a un risque. Maintenant, les Américains, avec le dollar, ils ont créé ce qu'on appelle une forme de jeu de dépendance. Si toutes les banques centrales, ils ont leurs réserves de change en partie en dollars, à peu près 60%. Si la valeur du dollar chute, il n'y a pas que les États-Unis qui perdent, c'est tous les pays dans le monde, ils vont payer. Du coup, les autres pays dans le monde, ils n'ont pas intérêt à voir le dollar chuter. Et donc, on peut contester notre dépendance, mais néanmoins, on a besoin. Et donc, ce jeu-là de dépendance qui a été créé à partir des années 80, qu'on appelle ici la globalisation financière, avec pousser tous les pays à ouvrir leur marché des capitaux, connecter tous les marchés capitaux les uns aux autres. Aujourd'hui, les États-Unis attirent à peu près 40 à 50% de ce qu'on appelle l'épargne internationale. C'est-à-dire le pays a une épargne, un investissement. La partie de son épargne qui est supérieure à l'investissement se déplace de son pays pour aller ailleurs. Et les Américains attirent la moitié de cette fameuse épargne internationale qui se balade entre les pays, ce qui leur permet d'assurer une forme de sécurité monétaire. Maintenant, la Chine, aujourd'hui, ils ont une vision différente de notre. C'est dans le sens que même avec Taïwan, qui est le pays qui est menacé par la Chine, c'est le premier partenaire économique de la Chine, en tout cas de Taïwan, c'est la Chine. Ils ont un excédent commercial, Taïwan avec la Chine, à peu près 150 milliards. Le Japon, avec qui ils reprochent les Japonais, c'est qu'ils ont fait la Seconde Guerre mondiale, qu'ils n'ont jamais fait des excuses pour le peuple chinois. Mais néanmoins, les jeux commerciaux, les flux commerciaux entre le Japon et la Chine, ils sont de plus en plus croissants. Pour l'instant, la Chine n'a pas utilisé les moyens économiques comme un moyen de coercition dans ces relations. Au contraire, elle joue la séduction. Et du coup, elle a annoncé, par exemple, que le continent africain, il y a 2 mois, 0% des tarifs douaniers de tous les produits qui viennent d'Afrique. Et du coup, quelque part, elle est dans une politique de séduction aujourd'hui. Mais bien sûr, rien ne nous dit dans le futur qu'elle ne peut pas utiliser cette superpuissance économique qu'elle est en train de cumuler pour alimenter sa puissance politique. Et on le voit dans le conflit aujourd'hui, la Chine, elle est toujours en retrait
elle ne cherche pas à vouloir se mêler, évite toute hémorragie et toute implication dans une guerre pour ne pas reproduire la même erreur que l'Union soviétique. Et donc pour l'instant, on va dire que c'est une démarche assez... Comme c'est une journée sérieuse, je voulais vous annoncer que je vais me présenter aux élections présidentielles 2027. Mais malheureusement, je n'ai pas de programme. Donc parmi les 3 scénarios que vous avez proposés, A, B, C, lequel vous pourriez me proposer? Alors si vous voulez être élu aujourd'hui, en tout cas si vous êtes représentant pour les élections en France, ce qu'il marche aujourd'hui, c'est plus la croissance et le bonheur jusqu'à maintenant. Donc peut-être si vous ne présentez pas aux élections 2027 mais 2034, ça sera plutôt la sécurité et la croissance. Mais pour l'instant, la majorité de la population européenne, pour l'instant, elles sont très satisfaites du modèle qu'on a conçu jusqu'à maintenant. On a juste envie de ne pas le perdre. Et du coup, je ne pense pas que nous sommes prêts à rentrer dans une guerre aujourd'hui où l'ensemble de la population française est prête à aller dans une forme de débat. On est encore loin de cela, même si le nombre de gens qui le pensent augmente, mais pour l'instant, ce n'est pas une partie très importante. Donc, je vous conseille de miser plus sur la croissance et le bonheur.